Ils m'ont dit de vivre moins confortablement. Alors j'ai annulé 118 paiements. Et j'ai regardé leur mode de vie s'effondrer. Je me tenais sur le porche de la maison que j'avais payée, serrant un cake au citron encore chaud contre ma poitrine comme un bouclier, lorsque ma belle-fille a entrebâillé la porte. Elle ne l'a pas ouverte assez grand pour me laisser entrer, mais juste assez pour laisser sortir le rejet. L'odeur du dîner auquel j'avais été invité, du poulet rôti au romarin, le plat préféré de mon fils, flottait dans l'air frais du soir, comme pour me narguer. Le sourire de Rachel était mince, crispé. Le genre de sourire que l'on adresse à un démarcheur que l'on essaie d'éconduire. « Oh, Martha, dit-elle, sa voix tombant dans un murmure, bien qu'il n'y ait personne d'autre dehors pour entendre. Je crois que Daniel a oublié de vous le dire. Ce soir, ce n'est pas vraiment l'idéal pour vous. » J'ai cligné des yeux, confuse. Mes mains tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais à cause de l'instinct soudain et aigu que quelque chose de terrible était en train de se produire. « Mais Daniel m'a invité, dis-je, ma voix semblant plus fluette que je ne l'aurais voulu. À 7 heures pile. Il a dit que c'était un petit dîner en famille. Avant que Rachel ne puisse répondre, mon fils apparut derrière elle. Mon Daniel, le garçon que j'avais élevé, l'homme dont l'apport pour le prêt immobilier provenait de mes économies de retraite, l'homme qui portait la montre de luxe que je lui avais achetée pour ses 40 ans. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il a regardé le sol, puis le mur, puis quelque part par-dessus mon épaule gauche. « Maman » commença-t-il, et le ton de sa voix me retourna l'estomac. « Nous voulons que la soirée reste. Select. Juste quelques collègues et amis du cabinet. Cela pourrait être inconfortable pour toi. » Inconfortable ? Le mot resta suspendu dans l'air entre nous. Lourd et venimeux. Inconfortable pour moi ? Dans la maison que je les avais aidés à acheter, avec le fils dont j'avais subventionné la vie pendant 20 ans. J'ai baissé les yeux sur le cake au citron entre mes mains, enveloppé dans du papier aluminium, encore chaud de mon four. Il me parut soudain ridicule. Une offrande de paysan à la cour d'un roi. Je croyais que j'étais de la famille, ai-je chuchoté. Rachel lissa son chemisier en soie, un chemisier qui, je le savais, coûtait plus cher que mon budget mensuel de course. « C'est mieux si vous passez votre tour pour cette fois, Martha, dit-elle. Et puis, elle asséna le coup qui allait tout changer. Vous savez comment fonctionne l'image. Honnêtement, vous devriez apprendre à vivre moins confortablement pour que nous puissions nous concentrer sur la construction de notre avenir. Nous avons besoin d'espace ce soir. Vivre moins confortablement. L'audace de cette phrase me coupa le souffle. Il voulait que je vive moins confortablement. Pourtant, j'étais là, debout sur un porche que j'avais payé, portant un manteau que j'avais depuis 10 ans, alors qu'il s'apprêtait à recevoir des invités à mes frais. Il ne voulait pas que je vive moins confortablement. Il voulait vivre plus confortablement à mes dépens. Et il voulait que je sois invisible pendant ce temps-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Pas là. J'ai simplement hoché la tête. Le mouvement semblait mécanique, comme une charnière rouillée. Je vois, ai-je dit. Eh bien, profitez de votre soirée tous les deux. Je me suis retourné et j'ai redescendu l'allée, mes vieux os protestant contre l'indignité de tout cela. La lumière du porche s'éteignit avant même que j'atteigne ma voiture. Je fus plongé dans l'obscurité, tenant un cake au citron dont personne ne voulait. Réalisant que, durant la dernière décennie, je n'avais été ni une mère ni une grand-mère pour eux. J'avais été un distributeur automatique, une ressource, et les ressources ne sont pas invitées à dîner. En rentrant chez moi ce soir-là, les larmes finirent par couler. Elles étaient chaudes et brûlantes, brouillant les réverbères en de longues traînées aqueuses. Avez-vous déjà réalisé que les personnes que vous aimez le plus ne vous aiment pas en retour ? Pas vraiment. Ils aiment ce que vous faites pour eux. Ils aiment la sécurité que vous procurez, mais ils ne vous aiment pas, vous. C'est une prise de conscience qui brise un cœur d'une manière qui ne pourra jamais être entièrement réparée. Cela vous fissure de l'intérieur. Mais alors que je tournais dans mon allée, regardant ma petite maison sombre, une maison qui avait besoin d'être repeinte, une maison dont la chaudière cliquetait, la tristesse commença à durcir pour devenir autre chose, quelque chose de plus froid, quelque chose de plus fort. Je suis entré dans ma cuisine et j'ai posé le cake sur le comptoir. Il était froid, maintenant. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assise dans le noir, écoutant le ronronnement du réfrigérateur, et j'ai pensé à ce mot, inconfortable. Ils avaient peur que je les mette mal à l'aise.
Eh bien, pensai-je, sentant une étincelle de résolution s'allumer dans ma poitrine, peut-être était-il temps qu'ils apprennent ce que l'inconfort signifiait vraiment. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. D'habitude, mes matinées étaient remplies d'inquiétudes à leur sujet. Daniel avait-il payé l'assurance? Rachel avait-elle obtenu ce rendez-vous? Les enfants avaient-ils besoin d'argent pour l'école? Mais aujourd'hui, l'inquiétude avait disparu, remplacée par une détermination sinistre. Je suis allé vers le tiroir où je gardais les dossiers. C'était un tiroir lourd, qui coinçait un peu quand je l'ouvrais, gémissant sous le poids de la vérité que j'avais ignorée trop longtemps. J'en ai sorti le dossier marqué « Dépenses familiales », une étiquette bien ridicule. Il aurait dû être marqué « La vie de Daniel et Rachel ». Je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé et j'ai commencé à compter. J'avais besoin de voir. J'avais besoin de voir le prix de leur manque de respect. La première page concernait le remboursement du prêt immobilier, prélevé directement sur mes économies. La deuxième page, c'était les leasings des voitures, les deux. Le SUV de luxe que Rachel insistait pour avoir, car plus sûr pour les enfants, et la berline de sport dont Daniel prétendait avoir besoin pour ses rendez-vous clients. Ensuite, il y avait les petites choses, celles qui s'additionnaient comme le goutte à goutte d'un tuyau qui fuit, pourrissant les fondations de ma propre sécurité. L'assurance maladie, le service de paysagisme, l'adhésion au country club qu'il disait essentiel pour le réseautage, les frais de scolarité de l'école privée des enfants, la livraison hebdomadaire des courses, les services de streaming. J'ai passé mon doigt le long des colonnes, mon cœur battant un rythme lent et lourd contre mes côtes. 118. Il y avait 118 paiements récurrents actifs qui coulaient de mes comptes vers leur vie. 118 façons dont je les maintenais à flot. 118 raisons pour lesquelles ils se sentaient assez à l'aise pour me fermer la porte au nez. J'ai fixé le total au bas de la page. C'était stupéfiant. C'était plus que ce avec quoi mon mari Georges et moi vivions en un an lorsque nous étions jeunes mariés. J'ai repensé aux commentaires de Rachel. Vous devriez vivre moins confortablement. J'ai regardé autour de ma cuisine. Mes plans de travail étaient en stratifiés, s'écaillant légèrement sur les bords. Ma cuisinière avait 20 ans. Je raccommodais mes propres chaussettes. Je découpais des coupons pour le thé. Cela faisait des années que je vivais moins confortablement pour qu'ils puissent vivre comme des rois. Une vague de nausée m'envahit, suivie immédiatement par une vague de fureur. Ce n'était pas vraiment l'argent. Une mère donne ce qu'elle a. C'était le mépris. C'était le fait qu'ils prenaient l'argent d'une main et me repoussaient de l'autre. Ils pensaient que ce style de vie était leur droit de naissance. Ils pensaient qu'ils l'avaient mérité. Ils avaient oublié qui avait construit le sol sur lequel ils se tenaient. J'ai refermé le dossier. Le bruit fut doux, un simple murmure de papier contre papier. Mais dans le calme de ma cuisine, cela résonna comme le marteau d'un juge qui s'abat. Je savais ce que je devais faire. Mais je savais aussi qu'une fois commencé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce n'était pas une punition. Une punition est temporaire. C'était une expulsion. Je les expulsais de la banque maman. Mon téléphone sonna. C'était Daniel. Pendant une seconde ridicule et pleine d'espoir, j'ai pensé qu'il appelait peut-être pour s'excuser. Peut-être avait-il réalisé à quel point ils avaient été cruels. J'ai décroché. Maman, dit-il, sa voix pressée. Pas de salutation. J'ai oublié de te dire que les paysagistes viennent demain, mais je crois que la carte enregistrée a expiré. Peux-tu vérifier ça pour moi? Ils m'ont facturé des frais de retard la dernière fois. Ma main se serra autour du téléphone jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Aucune excuse, aucune mention du dîner, juste une exigence, juste une attente que je sois à la fois sa secrétaire et sa banquière. Je vais regarder ça, ai-je dit, ma voix stable, ne trahissant rien de la tempête qui faisait rage en moi. Super, merci. Je dois filer. Réunion dans 5 minutes. Et il raccrocha. Je restais là, écoutant la tonalité. Je vais regarder ça. Oh, j'allais regarder ça. Très certainement. Je me suis levé et j'ai attrapé mon sac à main. La banque ouvrait dans 30 minutes. Entrer dans la banque me sembla différent ce jour-là. Je suis cliente dans la même agence depuis 40 ans. Je connaissais les guichetiers. Je connaissais la directrice, Linda. D'habitude, j'entrais en me sentant comme une vieille femme fatiguée venant gérer ses affaires déclinantes.
Aujourd'hui, j'entrais avec une mission. Martha, dit Linda, souriant chaleureusement en me faisant signe d'entrer dans son bureau. Contente de vous voir. Comment vont les petits-enfants? Ils vont bien, Linda, dis-je en prenant place. Je suis ici pour faire des changements importants. Le sourire de Linda vacilla légèrement en voyant l'expression sur mon visage. Elle ferma la porte. Est-ce que tout va bien? Tout va bien se passer, ai-je dit. J'ai besoin d'annuler tous les virements automatiques vers les comptes de Daniel et Rachel. Absolument tous. Prêt immobilier, charges, carte de crédit, assurance, tout. Linda cligna des yeux, son masque professionnel glissant pendant une fraction de seconde. Martha, c'est beaucoup d'activités. Il y a plus de 100 paiements récurrents liés à ces comptes. Êtes-vous sûr? Cela entraînera probablement des interruptions de service immédiates pour eux. J'ai la liste juste ici, dis-je en faisant glisser mon dossier sur le bureau. J'ai surligné tout ce qui doit s'arrêter. Aujourd'hui, avec effet immédiat. Linda regarda la liste, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle parcourait le volume impressionnant des opérations. Elle me regarda à nouveau, et je vis un éclair de compréhension dans ses yeux. Les femmes de notre âge, nous savons. Nous savons à quoi cela ressemble quand une femme a tout donné jusqu'à se vider de sa substance. Elle ne demanda pas de détails. Elle n'essaya pas de me dissuader. Elle hocha simplement la tête. Et une dernière chose, ai-je ajouté. Je dois révoquer la procuration de Daniel, et je veux le retirer comme bénéficiaire de mon assurance vie. La pièce devint silencieuse. C'était l'option nucléaire. C'était couper le cordon d'une manière qui ne pourrait pas être renouée. Nous pouvons faire ça, dit Linda doucement. Cela demandera un peu de paperasse. J'ai le temps, ai-je dit. J'ai tout mon temps. Alors que je signais papier après papier, ma main ne tremblait pas. À chaque signature, je sentais un poids s'envoler de mes épaules. C'était une sensation physique, comme déposer un sac lourd que j'avais porté en haut d'une montagne. Pourquoi l'avais-je porté si longtemps? Parce que je pensais que c'était de l'amour, ou parce que j'avais peur que si je le posais, il s'éloignerait complètement de moi. Eh bien, il s'était éloigné de toute façon. Il m'avait désinvité. Alors, pourquoi payais-je? Au moment où je suis sorti de la banque, il était midi. Le soleil brillait et l'air sentait les feuilles d'automne. J'ai décidé de me faire plaisir. Je suis allé à la petite boulangerie sur Main Street et j'ai acheté un croissant frais et un café sophistiqué, le genre avec de la mousse que Rachel disait toujours être un gaspillage d'argent. Je me suis assise près de la fenêtre et je l'ai mangé, regardant le monde passer. Je ressentais une étrange et vertigineuse légèreté. Je me demandais combien de temps cela prendrait. Cela ne prit pas longtemps. Le premier SMS arriva ce soir-là, juste au moment où je m'installais avec un livre. C'était Rachel. Martha, Netflix ne marche pas. Ça dit paiement refusé. Avez-vous une nouvelle carte? J'ai regardé le message et j'ai pris une gorgée de mon thé. Je n'ai pas répondu. 20 minutes plus tard, un SMS de Daniel. Maman, as-tu oublié de payer la facture d'électricité? Je viens de recevoir une notification de retard. S'il te plaît, gère ça au plus vite. S'il te plaît, gère ça. Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, a-t-il un problème? Juste, répare ça. J'ai retourné mon téléphone et je l'ai laissé sur la table. Laissons-les se poser des questions. Laissons-les s'asseoir dans le noir pour une nuit. Le lendemain matin, la tempête éclata. J'étais dans mon jardin en train de tailler les rosiers, chose que je n'avais pas eu le temps de faire depuis des mois parce que je faisais toujours des courses pour eux. Mon téléphone commença à vibrer dans ma poche. Il vibrait, vibrait et vibrait. C'était comme un frelon en colère piégé dans du tissu. J'ai fini par le sortir. Cet appel manquait de Daniel. 3 de Rachel et une série de SMS qui passaient de la confusion à la panique, puis à la fureur. Maman, réponds au téléphone. Le paiement du prêt a été rejeté. La banque dit que le compte est gelé. Qu'est-ce qui se passe? Rachel pète les plombs. Appelle-moi maintenant. J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai coupé une fleur fanée du rosier. La beauté exige une taille. Ma mère avait l'habitude de dire, il faut couper le poids mort pour que la plante puisse prospérer. Je comprenais cela maintenant, d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant.
Je suis rentré et je me suis préparé un déjeuner. Alors que je mangeais, j'entendis une voiture crisser dans mon allée. Je n'avais pas besoin de regarder par la fenêtre pour savoir qui c'était. Les pas lourds sur le porche me disaient tout. La porte s'ouvrit à la volée. Il ne frappa même pas. Daniel se tenait là, le visage rouge, les cheveux ébouriffés. Il ressemblait à un homme dont le monde venait de basculer sur son axe. « Maman » cria-t-il. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La banque a dit. Ils ont dit que tu as tout arrêté, le prêt, les voitures, tout. J'ai mâché mon sandwich lentement et j'ai avalé. J'ai fait un geste vers la chaise en face de moi. Bonjour, Daniel. Veux-tu un sandwich? Je ne veux pas de sandwich, hurla-t-il en faisant les 100 pas dans la petite cuisine. Je veux savoir pourquoi ma carte de crédit a été refusée à la station-service. Je veux savoir pourquoi la banque m'appelle à propos du prêt immobilier. As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant? Embarrassant, demandai-je, gardant ma voix égale. Est-ce inconfortable? Il arrêta de faire les 100 pas et me fixa. Quoi? Inconfortable, répétai-je. Comme se tenir sur un porche avec un cake au citron et s'entendre dire qu'on n'est pas assez bien pour entrer? Son visage devint pâle. Le souvenir de la nuit précédente le frappa de plein fouet. C'est de ça qu'il s'agit? Tu fais ça parce que tu es fâché pour le dîner? Je ne suis pas fâché, Daniel, dis-je. Je vis simplement moins confortablement. Ou plutôt, je m'assure que vous appreniez à vivre selon votre propre confort, pas le mien. C'est de la folie, bafouilla-t-il. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres. Nous avons des dépenses. Nous avons un style de vie à maintenir. Les frais de scolarité des enfants sont dus la semaine prochaine. Alors je suppose que tu devrais sortir ton carnet de chèques, dis-je calmement. Je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne, cria-t-il. Tu sais bien que nous comptons sur ton aide. Et c'est bien là, dis-je en me levant, le problème. Vous ne comptez pas sur mon aide, Daniel. Vous comptez entièrement sur moi. Tu as 42 ans. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres. Et pourtant, je paie tes chaussettes. Je paie les vitamines de ta femme. Je paie le toit au-dessus de ta tête. C'est l'argent de la famille, argua-t-il. Papa voulait qu'on prenne soin de nous. Ton père voulait que tu sois un homme, dis-je, ma voix durcissant. Il voulait que tu sois indépendant. S'il te voyait maintenant, un homme qui refuse l'entrée de sa maison à sa mère parce qu'elle n'est pas assez distinguée, tout en conduisant une voiture qu'elle paie, il aurait honte. Le mot resta suspendu dans l'air. Honte. Daniel tressaillit comme si je l'avais giflé. Tu es en train de nous ruiner, chuchota-t-il, la colère laissant place à la panique. Non, dis-je. Je te sauve, parce qu'en ce moment, tu es un parasite, Daniel, et je t'ai laissé en devenir un. C'est mon échec, mais je le corrige aujourd'hui. Il me fixa longuement, ses yeux cherchant dans les miens le moindre signe de la mère facile à manipuler qu'il avait connue toute sa vie. Il ne la trouva pas. Elle n'était plus là. Elle était morte sur le porche la nuit précédente. Répare ça, dit-il, la voix tremblante. Répare juste ça, maman. S'il te plaît. Je suis en train de le réparer, dis-je. Maintenant, s'il te plaît, quitte ma maison. J'ai du jardinage à faire. Il partit. Il sortit par la porte comme un zombie, abasourdi et silencieux. J'ai verrouillé la porte derrière lui et je me suis appuyé contre elle, fermant les yeux. Mon cœur battait la chamade, mais je ne me sentais pas faible. Je me sentais puissante. Le silence dans la maison après son départ était lourd, mais ce n'était pas un silence solitaire. C'était le silence d'un champ de bataille après que les canons ont cessé de tirer. Je suis retourné à la cuisine et j'ai fini mon sandwich. Il avait le goût de la victoire. Mais la guerre n'était pas finie. Rachel fut la suivante. Elle ne vint pas à la maison. Cela aurait été trop direct pour Rachel. Elle m'appela ce soir-là. Sa voix était glaciale. Martha, dit-elle, je suppose que c'est une sorte d'épisode de sénilité. J'ai déjà parlé à un avocat concernant une audience pour vérifier votre compétence mentale. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. C'est monté de ma poitrine, riche et authentique. Oh, Rachel, dis-je. Vous n'avez vraiment aucune idée de qui vous parlez, n'est-ce pas?
Vous pensez que parce que je fais des cakes au citron et que je tricote des pulls, je suis faible? J'ai géré la comptabilité de l'entreprise de Georges pendant 30 ans. Je sais exactement ce que je fais. Et si vous essayez de me traîner devant un tribunal, j'apporterai le grand livre de comptes. Voulez-vous que le juge voie que je paie vos épilations du maillot et votre consultant spirituel? Il y eut une brusque inspiration à l'autre bout du fil. Je ne pense pas, non, ai-je continué. Vous voyez, Rachel, vous avez fait une erreur. Vous avez pris ma générosité pour de la faiblesse. Vous pensiez pouvoir me traiter comme un vieux meuble. Utile, mais qu'il vaut mieux garder au grenier quand on reçoit du monde. Mais le meuble est propriétaire de la maison. Vous êtes cruel, sifflatez-elle. Et les petits-enfants? Allez-vous les laisser souffrir à cause de votre ego? Les petits-enfants sont les bienvenus chez moi à tout moment, dis-je. Je leur ferai des cookies. Je leur lirai des histoires, mais je ne paierai pas leurs frais de scolarité en école privée. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, peut-être devriez-vous vendre le SUV, ou la maison de vacances, ou la montre que Daniel porte. Je ne vous pardonnerai jamais pour ça, dit-elle. C'est très bien, répondis-je. Je n'ai pas demandé votre pardon. Je demande votre respect. Et jusqu'à ce que je l'obtienne, la banque est fermée. Je lui ai raccroché au nez. C'était le son le plus satisfaisant au monde. Clic et silence. Paix. Les jours suivants furent calmes, douloureusement calmes. Le téléphone cessa de sonner. Pas de SMS, pas de visite. J'étais seul. Et dans le silence, le doute commença à s'insinuer. Étais-je allé trop loin? Étais-je une mauvaise mère? Une mauvaise grand-mère? Je m'asseyais dans mon fauteuil près de la fenêtre, regardant la pluie tomber, ressentant la douleur de la séparation. C'est dur de couper un membre, même s'il est gangrené. Ça fait quand même mal. Mais le 4e jour, on frappa à la porte. Pas le martèlement d'un fils en colère, mais un petit coup rythmé et doux. J'ai ouvert pour trouver Émilie, ma petite fille de 19 ans. Elle tenait un récipient Tupperware et avait l'air penaude. « Salut, grand-mère, dit-elle. Je peux entrer? » Bien sûr, ma chérie, dis-je en m'écartant. Elle entra et posa le récipient sur la table. J'ai fait des lasagnes, dit-elle. Ce n'est probablement pas aussi bon que les tiennes, mais je voulais t'apporter quelque chose. Je sentis les larmes me piquer les yeux. Merci, Émilie. Elle s'assit à la table et regarda ses mains. Maman et papa sont. C'est vraiment mauvais à la maison, dit-elle doucement. Ils se disputent beaucoup à propos de l'argent, à propos de toi. J'imagine que oui, dis-je. Ils ont dit que tu étais devenue folle. Elle leva les yeux vers moi, le regard clair et intelligent. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. J'ai vu la liste, grand-mère. Papa l'a laissée sur le comptoir. Mon souffle se coupa. Tu l'as vu? Ouais. 118 choses. Elle secoua la tête. Je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas que tu payais mon assurance voiture. Je ne savais pas que tu payais pour tout. Elle tendit la main à travers la table et prit la mienne. Sa peau était douce, jeune. Je suis désolé, dit-elle. Je suis désolé qu'on ait tant pris. Je suis désolé qu'on n'ait pas dit merci. Une seule larme roula sur ma joue. C'était ça. C'était ce pourquoi j'avais été affamé. Pas l'argent, pas le contrôle, juste cette reconnaissance. Merci, Émilie, chuchotai-je. Cela signifie plus que tu ne le penses. Maman dit qu'on doit vendre la maison, dit-elle. Et papa essaie d'obtenir un prêt, mais son crédit n'est pas terrible parce que, eh bien, parce qu'il n'a jamais eu à s'en soucier avant. Ils trouveront une solution, dis-je fermement. Ce sont des adultes capables. Ils ont juste oublié ce fait. Je sais, dit-elle. Et grand-mère, j'ai trouvé un travail à la librairie du campus. Je peux payer ma propre essence maintenant, et ma propre assurance. Je serrai sa main, le cœur gonflé de fierté. C'est merveilleux, Émilie. Je suis si fier de toi. Je ne veux pas être comme eux, dit-elle, la voix féroce. Je ne veux pas être impuissante. Tu ne le seras pas, lui promis-je. Tu as la colonne vertébrale de ton grand-père. Émilie resta pour le dîner. Nous avons mangé les lasagnes, qui étaient en fait très bonnes, et nous avons parlé.
Nous n'avons pas parlé d'argent, ni de Daniel ou Rachel. Nous avons parlé de ses cours, de livres, de l'avenir. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir une conversation avec un membre de la famille qui me voyait vraiment. Quand elle est partie, elle m'a serré fort dans ses bras. Je t'aime, grand-mère, et bravo à toi. Je l'ai regardée s'éloigner en voiture, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. J'avais perdu un fils et une belle-fille, peut-être temporairement, peut-être pour toujours. Mais j'avais retrouvé ma petite fille, et je m'étais retrouvé moi-même. 2 semaines passèrent. J'entendis par le téléphone arabe, mon amie Suzanne qui joue au bridge avec la mère de Rachel, que les choses étaient chaotiques. Daniel avait vendu la voiture de sport. Rachel avait annulé le paysagiste et le country club. Ils réduisaient leur train de vie. Ils étaient en colère, oui, mais ils survivaient. Un soir, j'étais assise sur mon Porsche, le Porsche de ma propre maison payée et confortable, en sirotant du thé. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances violettes et dorées. Une voiture s'arrêta. C'était la berline de Daniel, celle qui remplaçait la voiture de sport. Il en sortit lentement. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air plus vieux. Il remonta l'allée, les mains dans les poches. Il ne monta pas les marches 4 à 4 cette fois. Il resta en bas, levant les yeux vers moi. « Salut, maman, dit-il. »« Bonjour, Daniel, répondis-je. Je ne l'invitais pas à monter. Pas encore. J'ai rapporté la montre, dit-il en sortant une boîte de sa poche. Je ne peux pas. Je n'aurais pas dû la garder. J'ai vendu les autres trucs, mais ça. Tu me l'as donné. Ça semblait mal de la vendre. Il monta les marches et posa la boîte sur la rampe. Je ne veux pas de la montre, Daniel, dis-je doucement. C'était un cadeau. Elle t'appartient. Il regarda la boîte, puis moi. Ses yeux étaient cernés de rouge. Je ne la mérite pas. Je ne mérite rien de tout ça. Non, convins-je. Tu ne le méritais pas. Mais tu peux le gagner. Il hocha la tête, déglutissant difficilement. C'est dur, maman. C'est vraiment dur. On galère. Je sais, dis-je. Et j'ai foi en toi. Tu es intelligent, Daniel. Tu es capable. Tu trouveras une solution. Rachel est toujours fâchée, admit-il. C'est le fardeau de Rachel, dis-je. Pas le mien. Il me regarda avec une expression étrange. Respect? Peur? Peut-être un peu des deux. Tu ne vas vraiment pas nous renflouer, n'est-ce pas? Non, dis-je. Je t'aime trop pour continuer à t'estropier plus longtemps. Il laissa échapper un long soupir tremblant. D'accord. D'accord. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux venir dîner un de ces jours? Juste moi et les enfants? Pas de business. Pas d'invités select. Juste un dîner. J'ai souri. Un vrai sourire authentique. J'aimerais beaucoup ça, Daniel. Que dis-tu de mardi prochain? Je ferai du poulet rôti. J'adorerais ça, dit-il. Sa voix se brisa. Merci, maman. Je l'ai regardé retourner à sa voiture. Il marchait différemment. Il marchait plus lourdement, oui, portant le poids de sa propre vie, mais il marchait plus fermement. Il devenait un homme. Enfin, à 42 ans. Je me suis rassise dans mon fauteuil et j'ai pris une gorgée de mon thé. L'air se rafraîchissait, mais je ne sentais pas le froid. Je me sentais au chaud. Je me sentais entière. J'avais passé une vie à penser que l'amour signifiait donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je pensais qu'être une bonne mère signifiait être un paillasson. Mais j'avais appris à la dure qu'on ne peut pas acheter le respect. On ne peut pas financer l'amour. Et parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de fermer la porte. Il y a une paix qui vient quand on arrête enfin de s'excuser de prendre de la place dans sa propre vie. C'est une paix tranquille, une paix forte. J'ai regardé le jardin, les rosiers que j'avais taillés. Ils poussaient déjà de nouvelles branches, vertes et vibrantes. Je suis rentré et j'ai ouvert le tiroir. Le dossier des dépenses familiales était toujours là. Je l'ai sorti et je suis allé vers la poubelle. Je n'avais pas besoin de le brûler. Je n'avais pas besoin de cérémonie.
Je l'ai juste jeté dedans. C'était des ordures. C'était le passé. Je suis allé dans le salon et j'ai pris mon tricot. J'avais un pull à finir pour Émilie. Et peut-être, juste peut-être, que j'en commencerai un pour moi-même. En cachemire, quelque chose de cher, quelque chose de confortable, parce que je mérite de vivre confortablement, moi aussi. Je me suis assise là, dans le calme de ma maison, la maison que je possédais, la vie que je possédais. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Nous passons tellement de temps dans nos vies à essayer de garder tout le monde au chaud que nous finissons par mourir de froid. Mais plus maintenant. Le feu dans mon âtre brûlait fort. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était moi qui étais assise le plus près de la flamme. Il n'est jamais trop tard. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour reconquérir votre dignité. Il n'est jamais trop tard pour apprendre aux gens comment vous traiter. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Et à quiconque m'écoute et se sent comme un fantôme dans sa propre famille, qui se sent comme un portefeuille avec un battement de cœur, croyez en mon expérience. Fermez la banque, ouvrez les yeux, et laissez-les apprendre à marcher sur leurs deux pieds. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire, et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même. Le cake au citron, ce soir-là. J'en ai mangé une tranche moi-même. Et laissez-moi vous dire, c'était la chose la plus douce que j'ai jamais goûtée. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, j'aimerais en entendre parler dans les commentaires. Avez-vous déjà dû faire le choix difficile entre l'obligation familiale et votre propre paix? Comment avez-vous trouvé la force de vous choisir vous-même? Rappelez-vous, ma chère, il n'est jamais trop tard pour revenir à vous-même. Vous valez plus que ce que vous fournissez. Vous valez plus que ce que vous donnez. Vous valez, tout simplement.